Il était une fois une jeune fille qui vivait en ville avec sa tante. Elle s'appelait Uju et sa mère mourut alors qu'elle n'avait que 4 ans. Après la mort de sa mère, Uju n'eut d'autre choix que de vivre chez Noni, la demi-sœur de sa mère. Au début, tout le monde pensait qu'Uju serait mieux avec sa tante Noni, sa seule famille en vie. Mais Noni la méprisait de tout son cœur. Elle ne voyait aucune raison d'aimer la fille de sa demi-sœur alors qu'elle avait elle-même une fille. Sa fille Shidra n'avait que quelques années de plus qu'Uju et Noni l'aimait profondément et la traitait comme une princesse. Cependant, envers Uju, Noni ne voyait aucune raison de lui témoigner de l'amour ou de la gentillesse. Elle la considérait comme un fardeau imposé par les circonstances. Ainsi, tandis que Shidra vivait comme une reine, Uju était traitée comme une servante. Elle cuisinait, nettoyait, lavait le linge et servait tout le monde dans la maison. Elle n'avait pas le droit de manger avec eux. Elle n'avait même pas le droit d'appeler Noni « maman », comme le faisait sa cousine. Vue de l'extérieur, Uju semblait faire partie d'une famille heureuse. Mais à l'intérieur, elle n'était rien de plus qu'une servante. Noni ne l'a jamais inscrite à l'école. Elle ne voyait aucune raison pour qu'Uju aille à l'école alors qu'elle avait des tâches à accomplir. Chaque matin, alors que sa fille partait à l'école, Noni lui donnait une longue liste de tâches à accomplir. Uju n'avait pas le droit de se reposer à la maison. Sa tante Noni avait un sifflet qui lui permettait de l'appeler comme un chien. Même si Uju s'asseyait un instant pour reprendre son souffle, elle entendait le son aigu du sifflet venant de la chambre de sa tante. Un jour, alors qu'elle montait les escaliers en courant pour répondre au sifflet, elle perdit l'équilibre et tomba du haut de l'escalier. Heureusement, elle ne conserva que quelques bleus aux jambes et sa tante, au lieu de s'en inquiéter, la gronda amèrement. « Tu as eu de la chance de ne pas t'être cassé le cou », dit Noni en jetant des vêtements sales à Uju, lui ordonnant de les laver. « Je me rendrai au village demain pour un enterrement. Voici ce que je voudrais que tu fasses avant mon retour, dit-elle en tendant à Uju une longue liste de tâches. Assure-toi qu'elle ne se repose pas tant que tout n'est pas terminé, dit Noni à sa fille Shidra, en lui tendant une copie de la liste de tâches qu'elle avait déjà donnée à Uju. Elle n'est pas là pour se détendre, alors surveille-la et ne sois pas molle, dit-elle à sa fille, qui secoua la tête avec empressement et se claqua les lèvres. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe, dit-elle tandis que sa mère lui tapait dans le dos. Le lendemain matin, Noni partit, et dès que la porte d'entrée se referma, le règne de terreur de Shidra commença. Elle prit la liste et la lut à voix haute, y ajoutant délibérément sa touche perverse. Passe la serpillière dans toute la maison 2 fois, lave tous les rideaux, nettoie toutes les fenêtres, puis récure les toilettes, et si tu oses t'asseoir ou faire une pause, tu sais ce que je ferai, dit-elle en brandissant son téléphone. Uju ne répondit pas, hocha simplement la tête et se mit au travail. Mais Shidra ne s'arrêta pas là, la suivant partout comme une ombre, lui criant dessus, se moquant d'elle et jetant des objets partout pour qu'Uju soit à nouveau propre. En fin d'après-midi, Uju était déjà épuisé, le corps trempé de sueur et les mains douloureuses à force de frotter. « Pourquoi es-tu si lente ?» hurla Shidra avec colère, qu'il ignora complètement tandis qu'elle continuait à nettoyer. Comme Uju ne répondait pas, Shidra se tourna vers elle et la gifla d'une gifle violente et puissante. Le monde s'immobilisa un instant tandis qu'Uju tremblait, non pas de peur, mais de rage. Elle avait été battue, insultée et traitée comme une moins que rien pendant des années, mais quelque chose en elle s'était brisé à cet instant. Elle saisit Shidra par les épaules, la colère la submergeant tandis qu'elle se retenait de la frapper au visage. Shidra n'en croyait pas ses yeux. « Tu veux me frapper, n'est-ce pas ? Tu as maintenant des ailes qui te poussent, dit-elle avec colère à Uju, qui ne put plus contenir sa colère. « J'aimerais que tu meures, tout simplement, dit Uju avec colère à Shidra, qui se moqua d'elle et menaça de raconter à sa mère ce qu'Uju venait de dire. « Tu veux ma mort, n'est-ce pas ? Attends que ma mère revienne. Elle te tuera avant même que tu ne penses à me faire du mal. » Uju comprit à cet instant qu'elle était dans une situation délicate. Elle tenta de supplier Shidra de lui pardonner, mais celle-ci se précipita dans sa chambre et claqua la porte derrière elle. Uju resta figée, la poitrine haletante sous l'effet d'une tempête d'émotions. Elle n'avait jamais pensé ce qu'elle avait dit, les mots lui avaient échappé sous le coup de la colère,
mais elle savait que Shidra ne lâcherait jamais prise. La tension dans la maison était si intense qu'Uju était assise dans la cuisine, épuisée mais incapable de dormir. Elle redoutait ce qui arriverait le lendemain matin, au retour de sa tante naine. La maison était complètement silencieuse et Uju s'allongea par terre pour dormir. Elle n'avait jamais été aussi épuisée de sa vie. Sa cousine Shidra s'avéra pire que sa mère naine. Au matin, Uju décida de s'excuser une fois de plus auprès de Shidra. Elle s'approcha de sa porte et frappa, mais Shidra ne répondit pas. Uju poussa la porte et se retrouva face à un spectacle des plus horribles. Shidra, allongée là, sans vie, tous les efforts d'Uju pour la réanimer s'avérèrent vains, son corps étant déjà refroidi. Uju tremblait, son esprit se remémorant qu'elle souhaitait la mort de Shidra. « Je ne voulais pas dire ça, Shidra », répéta-t-elle, les larmes aux yeux, tandis que sa tante naine la surprenait, l'entendant. « Que as-tu fait à ma fille ?» hurla Naine avec colère à Uju, qui tenta d'expliquer ses propos, mais Naine refusa de l'écouter. « Tu as tué ma fille, sorcière !» s'écria-t-elle tandis que les voisins accouraient. En quelques minutes, la maison était pleine de voisins qui chuchotaient et accusaient Uju d'avoir tué sa cousine Shidra. « Nous l'avons entendu crier hier qu'elle souhaitait la mort de son cousin, a raconté une voisine. Pointant un doigt accusateur vers Uju, qu'elle a traité de meurtrier. Uju était assise par terre, tremblante, incapable de dire un mot. La pièce semblait se refermer sur elle. Les murs, les murmures, les accusations, c'était trop dur pour elle. Sa tante naine s'agenouilla sur le corps de sa fille, hurlant tandis qu'elle se balançait en arrière, agonisant. « Mon bébé, elle a tué mon bébé !» dit Naine tandis que la police arrivait pour arrêter Uju. Elle fut emmenée menottée, et les voisins ne cessèrent de la pointer du doigt. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer et son cœur était brisé d'une manière indescriptible. Uju ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie avait finalement basculé. Arrivée au poste, elle resta assise en silence tandis que les policiers lui posaient des questions auxquelles elle n'avait aucune réponse. « Comment l'avez-vous tué ?» demandèrent-ils à Uju, qui ne put que secouer la tête, murmurant sans cesse qu'elle ne l'avait pas tué. « Je ne l'ai pas tué, je le jure, je ne l'ai pas tué, » dit Uju, mais les policiers avaient du mal à y croire. « Comment veux-tu qu'on te croie alors que tu as souhaité sa mort ?» demanda un des policiers à Uju, qui commença à regretter ses propos. Uju enfouit son visage dans ses mains. Elle n'arrivait pas à croire tout ce qui se passait. Sa tante naine voulait absolument la voir souffrir. Elle passa quelques coups de fil, et Uju fut condamnée en prison pour meurtre. Les jours passèrent, et la ville était désormais en effervescence, peuplée de rumeurs concernant le meurtrier de sa cousine et de sa pauvre tante, qu'il avait recueilli et avait été puni d'une telle cruauté. Uju était assise dans sa cellule, entourée de criminels endurcis. Elle n'avait jamais été aussi terrifiée de toute sa vie. Elle était la plus jeune, et personne ne semblait se soucier d'elle jusqu'à l'arrivée de Sad. Sad était la femme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Dès qu'elle entra dans le bloc cellulaire, le silence se fit. Elle était tristement célèbre, non seulement parce qu'elle était dans le couloir de la mort, mais aussi parce que personne ne l'avait trahie sans s'en tirer. Uju l'avait remarqué dès son arrivée, mais gardait ses distances comme les autres. Elle ignorait que bientôt, son chemin croiserait celui de Sad. Tout a commencé un matin, lorsqu'un groupe de détenus plus âgés a tenté d'intimider Uju et de lui voler sa nourriture. Sad est intervenu pour les en empêcher. « Cette fille est avec moi. » Sad dit froidement, son visage trahissant le chaos tandis que tout le monde s'éloignait d'elle. Elle s'approcha d'Uju et l'encouragea à manger. « Personne ne te touchera tant que tu seras avec moi. » Elle le dit à Uju, qui la remercia pour son geste. En regardant Uju manger, elle lui demanda son histoire, et Uju lui raconta tout. Sad vit à quel point Uju semblait brisée. Elle écoutait en silence, le visage impassible, les yeux brûlants d'une fureur sourde. Quand Uju eut fini de parler, Sad prit une grande inspiration et lui dit « Ils t'ont fait ce que le monde fait aux filles comme nous, punis-nous d'avoir survécu. Tu n'as pas tué ta cousine, et tu ne mérites pas d'être ici avec nous. » Elle le dit à Uju, qu'elle prit sous son aile.
Elle lui offrit sa protection en prison, et pour la première fois depuis des années, Uju ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la sécurité. Et Saad ne se contenta pas de lui offrir une simple protection. C'était une femme influente, dont le père était un homme politique connu. Saad a tué son propre père pour avoir tenté d'obtenir ce qu'il voulait de sa fille, comme il l'avait fait avec Saad pendant tant d'années. Saad s'est rendue après ce qu'elle a fait à son père. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder sa fille endurer tout ce qu'elle avait enduré. Voyant Uju, de quelques années son aînée, emprisonnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, Saad décida d'agir. Elle était plus qu'une protectrice. C'était aussi une femme, façonnée par la douleur. Elle s'est confiée à Uju dans le calme de la nuit, lui révélant la vérité sur son passé, non par pitié, mais pour qu'Uju comprenne d'où pouvait venir sa force. J'ai laissé mon silence me détruire bien trop longtemps, jusqu'à ce que je craque. Mais toi, tu as encore la vie devant toi, dit-elle à Uju, qui la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Derrière les barreaux, Saad savait qu'elle avait encore des contacts puissants, des amis fidèles et des alliés, qui la respectaient et étaient prêts à lui rendre service. Cette nuit-là même, Saad demanda une faveur par l'intermédiaire de son avocat, et en une semaine, de nouvelles preuves commencèrent à apparaître. Le fils d'un voisin, resté silencieux par peur, s'est manifesté après avoir été contacté par un proche de Saad. Il avait vu Shidra s'échapper de chez elle tard dans la nuit précédant sa mort. Le jeune homme a révélé que Shidra avait ensuite été déposée chez elle par un garçon connu pour son trafic de drogue dans le quartier. Elle semblait défoncée et épuisée lorsqu'il l'a déposée, et le jeune homme a vu qu'elle était sous l'emprise de drogue. Suite à cette nouvelle révélation, Saad, par l'intermédiaire de ses avocats, a exigé une autopsie. Les résultats ont confirmé ce qu'Uju avait toujours craint. Shidra était morte d'une overdose. Il n'y avait aucune trace d'agression physique, aucune trace de lutte et aucun lien avec Uju. Le rapport toxicologique révélait un mélange dangereux de pilules et d'alcool dans le sang de Shidra, suffisamment puissant pour paralyser son organisme pendant son sommeil. L'avocat de Saad ne s'est pas arrêté là. Il a récupéré des SMS sur le téléphone de Shidra, des conversations avec le trafiquant de drogue qu'il avait déposé ce soir-là, révélant que Shidra lui avait envoyé un SMS pour se plaindre de la drogue qu'il lui avait donnée. Les pièces du puzzle étaient toutes là et les preuves étaient accablantes. Uju fut accusée à tort d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Sa tante Naine était au courant de la toxicomanie de sa fille, mais l'avait cachée à tous pour protéger la réputation de sa famille. Alors, à la mort de Shidra, elle trouva en Uju le bouc émissaire idéal, l'orpheline pour laquelle personne ne se battait. Mais désormais, la vérité ne pouvait plus être cachée. Les résultats de l'autopsie ainsi que les SMS ont été présentés au tribunal et le juge a abandonné toutes les charges contre Uju. Elle a été déclarée innocente et libérée immédiatement. Son nom fut enfin lavé, mais la douleur de tout ce qu'elle avait enduré ne pouvait être facilement effacée. Uju fut enfin libérée, mais elle ne partit pas seule. Shidra avait une dernière requête à lui adresser. Lors de leur dernière conversation, Shidra se tenait dans sa cellule, regardant à travers les barreaux. Sa voix était plus douce que d'habitude. « J'ai une fille, Uju. Elle s'appelle Bimbo. Elle n'a que 12 ans et elle est tout ce que je n'avais pas le droit d'être à son âge, intelligente, gentille et curieuse. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans la honte ou perdue dans l'ombre de ce que j'ai fait. » Les yeux d'Uju se remplirent de larmes tandis qu'elle regardait Shidra dans les yeux. « Prends soin d'elle, Uju. Sois sa sœur. Non pas parce que tu me dois quelque chose, mais parce que je crois que tu protégeras son avenir comme quelqu'un aurait dû protéger le nôtre. » « Je le ferai, » murmura Uju en promettant de protéger Bimbo et d'être toujours là pour elle. Quand Uju sortit de la prison, Bimbo l'attendait avec leur avocat. Sa mère, Shidra, avait déjà pris rendez-vous pour leur rencontre. Elle alla même jusqu'à inclure Uju dans son testament, lui laissant plusieurs biens et de l'argent. Uju et Bimbo devinrent inséparables. Elles étaient comme des sœurs qui, bien que réunies par la tragédie, trouvaient l'apaisement dans la présence de l'autre. Uju inscrivit Bimbo dans une grande école privée et se donna pour mission de lui offrir l'enfance que ni elle ni Shidra n'avaient jamais eue. Ensemble,
Ils emménagèrent dans l'une des paisibles demeures que Shidra avait laissées derrière elle. Uju, pour la première fois de sa vie, eut sa propre chambre, son propre lit et sa propre liberté. Elle retourna également à l'école, déterminée à donner un sens à sa vie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Bimbo et sa mère Shidra. Mais à des kilomètres de là, dans la même ville, le monde de Noni s'écroulait. Le jour où Uju fut libérée, les médias s'enflammèrent. La nouvelle de son emprisonnement injustifié se répandit comme une traînée de poudre. La vérité sur la toxicomanie de Shidra, la dissimulation de Noni et ses agissements malveillants envers Uju furent révélés au grand jour. Les voisins, qui autrefois la défendaient à voix basse, lui tournèrent désormais le dos. Personne ne voulait fréquenter la femme qui avait jeté une innocente fille en pâture pour sauver son image. Noni vivait isolée. La maison, autrefois remplie de rires et d'ordre dur, était désormais froide et vide. Elle passait ses nuits assise par terre dans la chambre de Shidra, serrant dans ses bras la photo de sa fille et regrettant chaque cruauté qu'elle avait pu dire et faire à Uju. Chaque jour, elle priait pour obtenir son pardon, mais Uju ne revint jamais la voir, non par dépit, mais parce qu'elle avait appris à ses dépens que la paix impliquait parfois de fermer certaines portes à jamais. Elle envoya cependant un mot à sa tante Noni pour lui dire qu'elle lui avait pardonné, et ce fut la dernière fois qu'elle eut de ses nouvelles. C'est ainsi que Noni vécut le reste de sa vie dans le regret, souhaitant pouvoir remonter le temps pour réparer tous ses torts et ramener sa fille à la vie. Les leçons que nous tirons de cette histoire sont les suivantes. Nous devons être bienveillants envers ceux qui nous entourent, ne jamais sous-estimer la douleur que quelqu'un peut porter en silence et ne jamais utiliser notre pouvoir ou notre position pour opprimer ceux qui n'ont personne pour se battre pour eux. La vie est imprévisible et ceux que nous méprisons aujourd'hui pourraient bien devenir ceux-là même qui s'élèveront demain. Le pardon est puissant, mais le regret est un compagnon amer. Choisissons l'amour plutôt que la cruauté, la vérité plutôt que les apparences et la justice plutôt que le silence, car au final, ce n'est pas ce que le monde dit de nous qui nous définit, mais les choix que nous faisons lorsque personne ne nous regarde. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.